cœur du monde antique, une cité se dresse, prédestinée à devenir l'épicentre d'un empire qui façonnera l'histoire de l'humanité, Rome. Selon la tradition, son récit commence le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, sur les rives du Tibre, dans la péninsule italique, où les mythes et la réalité s'entrelacent pour narrer l'ascension d'une puissance sans égale. Rome à l'époque romaine est un spectacle de grandeur, de conflits, d'innovation et de contradictions. Issue de la volonté divine et bâtie sur les valeurs de force, de justice et de piété, elle est destinée dès le départ à un avenir glorieux. Rome n'est au début qu'un modeste regroupement de huttes éparpillées sur 7 collines, mais elle est animée par une ambition farouche. Au fil des siècles, la cité se transforme et étend son influence. De royaume dirigé par des rois étrusques et latins, elle devient république, marquant l'histoire par l'introduction du concept de citoyenneté, avec ses assemblées et ses magistrats élus. La République romaine, avec ses innovations politiques, ses luttes de pouvoir internes et ses concepts, jette les bases d'une administration et d'une organisation militaire qui lui permettent d'étendre son influence bien au-delà de l'Italie. Puis vient l'ère de l'Empire, inaugurée par Auguste, qui succède à des décennies de guerres civiles. Sous l'Empire, Rome atteint son apogée, contrôlant un territoire s'étendant de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à la Germanie. Cette période voit un développement sans précédent dans les domaines de l'architecture, du droit, de la littérature et des arts, influençant durablement les civilisations futures. Les aqueducs, les amphithéâtres, les routes pavées et les forums témoignent du génie romain, tandis que les poètes, les philosophes et les juristes romains posent les fondations culturelles et intellectuelles de l'Occident. Cependant, l'Empire romain est également le théâtre de contrastes saisissants. La splendeur de Rome, avec ses monuments majestueux et ses marchés regorgeant de biens provenant de tout l'Empire, contraste avec les luttes de pouvoir sanglantes, les révoltes d'esclaves et les incursions barbares aux frontières. La paix romaine, ou Pax Romana, une période de stabilité et de prospérité, coexiste avec des crises internes, des épidémies et des divisions qui finalement précipiteront le déclin de l'Empire et de la cité. Selon la légende romaine, l'histoire de Rome commence avec la fin tragique de la mythique cité de Troie, jadis fière et invincible, située en Asie mineure et réduite en cendres par Agamemnon, roi de Mycène, grâce à la célèbre ruse d'Ulysse. Parmi les survivants se trouve Énée, un noble sang mêlé, divin et mortel, fils de la déesse Vénus et d'un mortel prince de Troie nommé Anchise. Énée a été choisi par les dieux pour survivre et mener les survivants troyens vers la terre promise où il pourrait établir une nouvelle cité. Il s'échappe des ruines fumantes de sa ville natale en compagnie d'un groupe de quelques personnes et ses amis Mycénus, Achate, Sergeste, Gyas, Acmon, le médecin Iapix, la nourrice Caïté, son père Anchise, sa femme Créus qu'il est malheureusement obligé d'abandonner sur ordre des dieux et d'Aphrodite en particulier, son fils Ascagne, les Lars, les Pénates, ainsi que les Mimas, pour fonder selon les vœux des dieux la nouvelle Troie en Hespérie, l'actuelle Italie. Arrivé à Antandros, une cité antique de Mysie, le groupe s'embarque alors dans un voyage à travers la Méditerranée qui sera marqué de nombreuses épreuves, défis, batailles et détours. Le groupe séjournera un long moment à Carthage, où Énée aura une liaison amoureuse avec la reine Didon, mais cependant, conscient de son destin, Énée quitte Didon pour continuer son périple conformément aux instructions divines. Après des années de périple et d'épreuves à travers la Méditerranée, Énée et ses compagnons arrivent finalement dans la région du Latium, une terre promise par les prophéties et les signes divins, comme le lieu où ils pourraient établir un nouveau foyer. Le Latium, situé dans la partie centrale de l'Italie, est une région riche en ressources et en opportunités, mais c'est aussi une terre disputée où différents peuples locaux se disputent le contrôle et les territoires. À leur arrivée, Énée et ses compagnons se retrouvent rapidement plongés au cœur de ces conflits, et la petite troupe fera rapidement la guerre contre la ville de Phaléris. Après la bataille, Énée cherche un refuge auprès de Latinus, le roi des Latins, qui accorde alors aux Troyens le droit de s'installer dans la région. Latinus envisage alors de marier sa fille Lavinia à Énée à la demande insistante de la déesse Junon, qui cherchait à sceller une alliance entre les Troyens et les Latins. Cependant, Lavinia était déjà promise à Turnus, le redoutable roi des Rutules. Furieux de voir son mariage et son alliance avec les Latins annulés, Turnus déclare la guerre, rendu fou de rage par cette situation. Les Rutules étaient un peuple de guerriers réputé pour leur bravoure sur le champ de bataille et leur loyauté envers leur roi. Ils voient les Troyens comme des envahisseurs et une menace pour leur propre territoire et pouvoir. Ils sont alors déterminés à les repousser par tous les moyens nécessaires. Le conflit atteint son paroxysme lorsque les forces des deux camps se rencontrent sur le champ de bataille dans un affrontement épique et sanglant
décrit dans l'Énéide de Virgile. Les Rutules déploient des tactiques militaires sophistiquées et une force brute pour tenter de submerger les Troyens. De leur côté, les Troyens, animés par la conviction de leur destinée divine et leur désir de fonder une nouvelle patrie, se battent avec un courage indomptable. Énée, en tant que leader charismatique et guerrier redoutable, inspire ses hommes à tenir bon malgré les difficultés. La bataille est caractérisée par des scènes de fureur, de bravoure et de sacrifices de part et d'autre. Les héros des deux camps s'affrontent dans des duels intenses et des combats au corps à corps. Finalement, après de nombreuses péripéties et retournements de situation, le conflit trouve son dénouement dans un duel ultime entre Énée et Turnus. Dans cette confrontation finale, Énée émerge victorieux, consolidant ainsi la victoire des Troyens sur les Rutules et affirmant leur droit à établir leur nouvelle patrie en Italie. Énée fonde alors la cité de Lavinium, nommée en l'honneur de Lavinia, à l'emplacement actuel du hameau de Patricia di Mar, sur le territoire de la commune de Pomedia, dans la province actuelle de Rome. Des siècles après l'établissement d'Énée dans le Latium, ses descendants prospèrent et se multiplient. Parmi eux se trouve Rhea Silvia, une vestale d'une beauté exceptionnelle. Elle est aussi la fille du roi d'Albe la Longue, une ancienne cité du Latium. Selon le mythe rapporté par Tite-Live, Procas, le roi d'Albe la Longue, a deux fils, Numitor et Amulius. À la mort de leur père, l'héritage est alors partagé à part égale. L'aîné Numitor obtient alors le trône, tandis qu'Amulius, le cadet, récupère les richesses de l'argent paternel. Déçu par ce partage, Amulius détrône et emprisonne son frère Numitor et tue son fils Lossus. Afin d'être sûr que la lignée de Numitor disparaisse, il fait également de sa nièce Rhea Silvia une vestale dont le sacerdoce l'oblige à rester vierge tout au long de sa vie. Cependant, le destin a d'autres plans pour elle. Mars, le dieu de la guerre et l'un des principaux dieux du panthéon romain, vient la voir en rêve durant son sommeil et lui donne des jumeaux, Romulus et Rémus. Cette union divine marque les enfants d'un destin exceptionnel, mais aussi d'une vie semée d'embûches dès leur plus jeune âge. Craignant que les jumeaux ne représentent une menace pour son règne, Amulus fait alors emmurer la vestale et condamne les nourrissons à être jetés dans le Tibre. Les enfants sont abandonnés dans une frondière, sur les rives du fleuve en crue, par le serviteur chargé d'exécuter la sentence. Cependant, le destin intervient une fois de plus, le niveau du fleuve est bas et les eaux refusent de prendre des vies innocentes. Les crues du Tibre déposent doucement le berceau contenant les jumeaux sur la berge, au pied du mont Palatin, une zone où la future Rome s'élèvera. Mais le destin des jumeaux prit une tournure inattendue lorsque leur berceau fut découvert par une louve. Plutôt que de les attaquer, la louve ramena les jumeaux dans la grotte de Lupercale, au pied du Palatin, les allaitant et les protégeant comme s'ils étaient ses propres petits. Faustulus, un berger local, découvre les jumeaux alors qu'il surveille son troupeau. Attiré par les pleurs des bébés, il se rend sur les lieux et est stupéfait de trouver au pied du Ficus ruminalis, le figuier sauvage, situé à l'entrée de la grotte, les deux nourrissons abandonnés, mais en bonne santé, à côté de la louve protectrice. Faustulus prend les jumeaux avec lui, déterminé à leur offrir une vie meilleure que celle qui leur avait été initialement destinée. De retour chez lui, il présente les jumeaux à sa femme, Acea Larentia. Tous deux sont émus par la situation des enfants et décident de les élever comme leurs propres enfants. Malgré les défis et les responsabilités supplémentaires que cela implique, Faustulus et Acea Larentia accueillent les jumeaux avec amour et dévouement, voyant en eux une bénédiction. Les jumeaux grandissent ainsi sous la tutelle bienveillante du couple, apprenant les arts du berger et de l'agriculture, tout en se préparant inconsciemment à leur destinée future. Faustulus transmet à Romulus et à Rémus des valeurs de courage, de loyauté et de persévérance. Plus tard, découvrant le secret de leur naissance et de leur lignée royale, les jumeaux ressentent le devoir de rétablir l'honneur de leur famille et de réclamer leur droit légitime au trône d'Albe. Guidés par leur désir de justice et de vengeance contre Amulius, le tyran qui avait usurpé le trône et détrôné leur grand-père Numitor, Romulus et Rémus prennent les armes pour restaurer la légitimité à Albe. Selon certains récits, c'est Rémus qui égorge Amulius de ses propres mains, mettant ainsi fin au règne du tyran. Dans d'autres versions, c'est l'épée de Romulus qui transperce le tyran. Quelle que soit la manière dont Amulius trouve sa fin, son règne tyrannique est terminé et la justice est rendue à Numitor, le grand-père des jumeaux. Numitor est restauré sur le trône d'Albe, rétablissant ainsi la légitimité de la lignée royale et ramenant la stabilité dans la cité. Rémus et Romulus décident alors de fonder leur propre ville et choisissent pour emplacement l'endroit où ils avaient été abandonnés et où ils avaient passé leur enfance. Mais ils se trouvent confrontés à une question délicate, qui dirigera cette future ville? Incapables de se mettre d'accord sur ce point crucial, ils décident de recourir à un moyen divin pour trancher le débat, les augures.
Les augures étaient des prêtres spécialisés dans l'interprétation des signes et des présages censés communiquer la volonté des dieux. Romulus et Rémus se rendent chacun sur une colline différente pour observer les signes divins qui détermineront le chef de la nouvelle ville. Romulus se positionne sur le mont Palatin, le lieu où ils avaient été découverts et élevés par la louve, symbolisant ainsi l'origine mythique de leur destinée. De son côté, Rémus se rend sur l'Aventin, une autre colline importante de la région. C'est alors que les dieux envoient des signes pour guider le choix des frères. Rémus est le premier à observer 6 vautours planant dans le ciel au-dessus de l'Aventin, un présage significatif de bon augure. Cependant, peu de temps après, Romulus voit 12 vautours survoler le mont Palatin, un nombre qui dépasse celui observé par Rémus. Interprétant ces signes divins, les frères comprennent que Romulus est destiné à être le fondateur de la nouvelle cité. Bien que Rémus ait eu la primauté de l'observation des vautours, le nombre supérieur de vautours vus par Romulus indique une faveur divine plus grande envers lui. Ainsi, Romulus est choisi comme fondateur de la nouvelle ville qu'il nomma Rome d'après son propre nom, le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Mais alors que la nouvelle cité prenait forme, des désaccords surgissent entre les deux frères concernant l'emplacement et les plans de la ville, ainsi que sur la question de qui devrait en être le chef. Un jour, alors que la rivalité entre les frères atteignait son paroxysme, Rémus, défié par Romulus, sauta par-dessus les murs de la ville nouvellement érigée, en signe de défi ou de moquerie envers son frère. Certains récits suggèrent même qu'il aurait délibérément franchi les limites de la ville que Romulus venait de tracer pour illustrer leur manque de sécurité. En réponse à cet acte, Romulus, pris de colère et d'irritation face à la provocation de son frère, aurait ordonné la mort de Rémus. Selon une autre version de l'histoire, la mort de Rémus est le résultat d'une bagarre violente entre les deux frères, dans laquelle Rémus trouve tragiquement la mort des mains de Romulus suite à un coup violent. Romulus se serait alors écrié « Sigdende quincune alias Transiliet mone mia » et il en sera de même pour tous ceux qui oseront franchir mes remparts. On raconte que finalement, pris de remords, Romulus enterre son frère sous la colline de l'Aventin avec tous les honneurs. Bientôt la nouvelle cité de Rome attire des personnes de divers horizons, y compris des vagabonds et des esclaves en quête de refuge. Selon Plutarque, chacun d'entre eux apporte une poignée de terre de son pays d'origine. Cette terre est ensuite jetée dans une fosse de tradition étrusque appelée le Mundus, qui est creusée à l'emplacement du Comitium, situé au centre du périmètre des remparts. Mais Romulus et ses compagnons se trouvent confrontés à un problème crucial, le manque de femmes dans leur nouvelle cité. Ils réalisent que sans femmes pour fonder des familles, leur ville ne pourra pas prospérer ni croître. Romulus, cherchant une solution à ce dilemme, conçoit un plan astucieux pour attirer des femmes dans sa cité naissante. Il organise des jeux et des festivités appelés les Jeux du Consualia, une célébration en l'honneur du dieu Consus. Ces jeux attirent de nombreux visiteurs, dont les voisins sabins, une tribu vivant dans les environs. Pendant les festivités, Romulus donne le signal convenu à ses compagnons. Il se précipite alors dans la foule, enlevant de force un grand nombre de femmes sabines, dont certaines des filles et des femmes les plus remarquables de la tribu. Les Sabins, choqués et furieux par cet enlèvement soudain, réagissent en préparant une riposte militaire. Le roi Tacius, chef des Sabins, mobilise ses hommes pour attaquer Rome et récupérer ses femmes enlevées. Ce qui ensuit est une période de conflit intense et de bataille acharnée entre les Romains et les Sabins. Cependant, au cours de l'affrontement, quelque chose d'inattendu se produit. Les femmes enlevées interviennent pour arrêter le combat. Elles exhortent à la paix, réalisant que leur destin est désormais lié à celui des Romains, et qu'un conflit continu ne ferait que causer plus de douleur et de souffrance. Touchés par l'appel à la paix de leurs femmes, les Sabins et les Romains finissent par conclure un accord de paix. Romulus et Tacius acceptent de régner conjointement sur Rome et les Sabins, formant ainsi une alliance entre les deux peuples. Les deux rois Romulus et Tacius co-dirigent la cité naissante dans une harmonie apparente pendant plusieurs années. Tite-Live rapporte avec une pointe d'ironie qu'après la mort accidentelle de Tacius lors d'une émeute à Lavinium, Romulus semble moins affligé que prévu par ce tragique événement. Avec une troupe de 300 soldats dévoués à sa personne, Romulus consacre le reste de sa vie à mener des campagnes militaires contre les voisins hostiles, notamment les Fidènes et surtout les Véis, une puissante cité étrusque. Après de nombreuses batailles, Romulus finit par imposer une trêve de 100 ans aux Véis en échange de concessions territoriales. Après la victoire contre les Véis, un partage de terres est effectué, consolidant ainsi la position de Rome en tant que puissance régionale. Romulus laisse derrière lui un état militairement fort et impressionnant, prêt à affronter les défis à venir. Sous le règne de son successeur, Numa Pompilius, qui épouse la fille de Titus Tacius,
Rome vit une période de paix et de prospérité durant 40 ans. Cet héritage de stabilité et de force militaire établi par Romulus jette les bases du développement ultérieur de la ville et de son expansion en tant que puissance dominante dans la région. Quant à Romulus, la légende veut qu'il ne meure pas, mais a mystérieusement disparu un jour dans une violente tempête et a été emmené au ciel alors qu'il inspectait ses troupes près du marais de la Chèvre. Il est emporté au ciel, transcendé de sa forme humaine pour devenir une divinité. Cette transformation le voit devenir le dieu vaillant des Romains et de leur ville, une figure vénérée et puissante dans la mythologie romaine. Plus tard, il est assimilé à Quirinus, une divinité romaine associée à la guerre et à la protection de la cité. Tite-Live, quant à lui, tout en reconnaissant le soutien massif de Romulus parmi le peuple, rapporte une rumeur selon laquelle Romulus aurait été assassiné par les patriciens, les membres de la classe dirigeante de Rome. Il suppose que l'histoire de l'apothéose de Romulus sous le nom de Quirinus a pu être un stratagème politique pour apaiser le peuple en transformant la mort violente du fondateur en un événement divin et glorieux. Et voilà, chers abonnés et téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo sur le mythe de la création de Rome. Et je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de la regarder, et j'espère qu'elle vous a procuré autant de plaisir que j'en ai eu pour la créer. Si tel est le cas, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en laissant un pouce levé et en partageant avec vos amis et votre famille. Vos retours et votre soutien sont précieux pour moi, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne manquer aucune future vidéo. Restez à l'affût car de nouvelles histoires fascinantes vous attendent bientôt, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver. Merci encore et à bientôt.